BFM Business. C'est votre argent, Marc Fiorentino. Je vous propose de soigner le corps, l'esprit et le cœur en allant voir le docteur. Pour ça, j'ai décidé d'inviter non pas un, mais deux patrons qui provoquent une révolution dans la médecine qu'on n'avait pas vue depuis l'apparition de Georges Clooney dans Urgence. Voici donc les deux cofondateurs de Doctolib. On commence par, toujours, comme en France, par le président. C'est vous le président. Stanislas Niox. Niox, exactement. Château, merci d'être venu. Donc vous êtes le patron. Exactement. Yvon Schneider, merci d'être venu. Vous êtes donc le cofondateur. Il vous laisse parler, c'est vous qui parlez. Vous avez le droit de parler ou c'est que le président qui parle? A priori, j'aurais un peu le droit de parler. Il vous a dit, tu réponds que à quelques questions mais pas à toutes? Non, pas. Comment ça s'est passé? Culture de boîte très libre, très collaborative. Alors moi je vais vous dire ce que je pense. Je trouve votre aventure entrepreneuriale remarquable. Votre succès me paraît fulgurant. La preuve, c'est que quand j'ai voulu prendre rendez-vous la semaine dernière avec mon psy, je suis tombé sur Doctolib qui m'a envoyé ma confirmation et un SMS. Et quand j'ai dû annuler, je suis passé par vous. Donc félicitations, c'est impressionnant. Alors Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce qu'est Doctolib? Oui, écoutez, c'est très simple. Il y a deux éléments chez Doctolib. Le premier, c'est pour vous et moi, les patients. Ça permet de prendre rendez-vous sur Internet, de trouver un gynéco, dentiste, ophtalmo près de chez vous et de suivre votre historique de rendez-vous. Donc vous allez sur doctolib.fr, trouver un praticien, prendre rendez-vous, suivre. Donc ça, très simple. Alors ça, ce qui est incroyable, ce qui est complètement dingue, personne n'y avait pensé. En fait, il existait des systèmes en dehors de France et en dehors d'Europe, aux États-Unis et en Inde. Et c'est vrai qu'on est les premiers à l'avoir développé en France. Et donc aujourd'hui, on a autour de 5000, maintenant 6000 professionnels de santé, maintenant que je vous parle, qui sont là pour permettre la prise de rendez-vous en ligne plus fluide et l'accès aux soins plus simple pour vous, pour moi et pour nos enfants. Alors, je vais vous demander comment vous y avez pensé. Donc ça, c'est la première activité? Oui. D'accord. La deuxième activité, c'est quoi? À destination des professionnels de santé. Donc des médecins, de exactement. Donc médecins, spécialistes, généralistes, chirurgiens, dentistes. Qu'est-ce qu'on propose? Mais aussi cliniques, hôpitaux. Enfin, bien sûr, on a 160 établissements de santé aujourd'hui, les premiers hôpitaux, cliniques et centres de santé français. Alors qu'est-ce que vous leur proposez? On leur propose de réduire leur temps de secrétariat, d'améliorer la gestion des rendez-vous, mais aussi de rappeler les patients, d'avoir un outil de communication. En clair, le premier outil de gestion de rendez-vous et de développement de l'activité de nos professionnels de santé. En fait, ce que vous avez introduit, c'est la notion de service à la clientèle. Parce qu'en fait, il y avait pas on n'était pas client d'un médecin. En fait, il y avait une sorte de relation un peu particulière. Vous avez introduit un peu les normes qu'on a dans tous les métiers entre un... Alors, c'est vrai que les médecins m'ont pas aimé, mais on va dire entre un fournisseur et un client. En fait, c'est vraiment la culture du service, à la fois la culture du service entre les médecins et les patients, mais aussi entre nous et les professionnels de santé. Puisqu'en fait, on travaille, comme j'ai dit tout à l'heure, avec 6000 professionnels de santé, donc en fait, on collabore avec eux pour créer ce nouveau service et leur permettre de leur faire gagner du temps et d'améliorer leur gestion. Est-ce que ça a été facile de convaincre les médecins? Parce qu'en fait, vous arrivez à un moment donné à avoir une base d'informations très importante sur eux. Vous savez exactement s'ils ont une patientèle qui est fidèle, s'ils marchent bien ou pas. Est-ce qu'ils n'ont pas eu peur à un moment donné que l'outil se retourne contre eux? Alors non, en fait, nous on est propriétaires de rien, c'est-à-dire qu'on est juste un outil pour eux. Oui, mais vous savez. Et c'est non, en fait, justement les normes et les contraintes sur la protection des données de santé sont très strictes. Donc les médecins sont propriétaires des données et on n'a aucun droit sur ces données. Donc c'est vraiment. Alors je dis juste, direct, je vous aide pour l'agenda. Exactement. Nous, il y a deux objectifs, c'est fournir un outil du quotidien pour les professionnels de santé et les patients. Point. On n'a aucun autre objectif et philosophie chez nous. Et donc, pour répondre plus précisément à votre question, non, au début, ça a été très dur. On a créé ce concept avec Yvan il y a un peu plus de 2 ans. Et au départ, on était cabinet par cabinet, rue par rue, on allait à la porte des médecins, on leur disait voilà, on crée ce concept, on a déjà une première expérience de la prise de rendez-vous en ligne, est-ce que vous voulez nous rejoindre? Donc les 6 premiers mois, on a conçu le concept avec chaque spécialité de médecin. Et puis depuis 1 an, il y a eu un engouement incroyable, largement au-delà de ce qu'on avait prévu. Puisque aujourd'hui, on a quasi 1000 médecins qui nous rejoignent chaque mois, on est 150 personnes chez Doctolib. C'est fulgurant. Alors Yvan, comment ça a démarré? C'est-à-dire comment ça s'est passé? Comment vous êtes répartis les rôles et
Alors, vous étiez déjà potes quelque part, vous vous êtes peut-être dit tiens on monte une boîte ensemble, on savait pas quoi faire. Vous avez fait un groupe de musique. Alors non, en fait c'est tout simplement l'opportunité que Stanislas avait identifiée sur ce marché-là, sur l'opportunité pour prendre des gros mots, de révolutionner un peu ce secteur. Et il était à la recherche de partenaires sur la partie technique de ce projet-là. Et donc il m'a contacté moi. Donc ce que vous dites, c'est que lui c'est le cerveau et vous c'est les bras, c'est ça? Et si, ouais, voilà. Je suis un peu les bras quand même aujourd'hui. Voilà. Donc on est les. Donc et lui il fait rien, c'est-à-dire que lui il a eu l'idée, puis maintenant ça roule quoi, c'est ça? Et puis vous êtes dans la soupe. Mais dites-le, c'est pas grave. Hein. Vous êtes là pour au contraire faire passer des messages aussi. Hein, s'il y a des messages à faire passer. Ce serait pas le bon message. Comme Chirac disait, il décide et vous exécutez, c'est ça? Mais en fait, il n'ose pas répondre. Hein. Il a peur de vous. Hein. Il a peur du président. Il est très humble. Mais la petite histoire, c'est qu'en septembre 2013, moi j'ai contacté 100 directeurs techniques. Et avec son associé Jesse Bernal, qui est le troisième cofondateur. Exactement, qui n'est pas Bernal, qui est notre troisième cofondateur. Et voilà, 100 personnes rencontrées sur le mois de septembre et on s'est choisis mutuellement. Et donc première ligne de code, 1er octobre 2013. Donc il y a 2 ans. Temps. Exactement. Alors, je vais vous faire passer une réaction. Vous savez qu'il y a eu la grève des médecins, vous êtes au courant quand même? Bien sûr. On va écouter une réaction de médecins en grève. Je vous demanderai de réagir. La loi de santé, pour moi, c'est une régression sociale. Pour moi, le système était convenable entre le public et le privé. Là, actuellement, on met à bas, on veut détruire la médecine libérale. Alors, est-ce que les médecins, bon, quand on la voit comme ça, elle n'a pas l'air très sympathique, c'est une population pour bosser qui est plutôt sympa ou plutôt pénible? Alors moi, dites la vérité, me faites pas de langue de bois. La vérité, si on est allé dans ce secteur-là, c'est qu'on l'aime et que les médecins, ils sont innovants, ils vont vite, ils ont envie de changer les choses avec nous. Et oui, il y a eu peu d'innovations technologiques autour d'eux, mais c'est pas pour ça qu'ils sont pas à même d'innover sur les pratiques et les usages. Donc ils sont antipathiques en gros. Non, absolument pas. Pas du tout. C'est une boîte techno, Doctolib, Yvan, ou c'est une boîte, c'est une start-up techno? Oui, plutôt, oui. Alors même si aujourd'hui, en termes de salariés, il y a beaucoup de forces commerciales et sur la techno, on peine un petit peu à trouver les talents, à recruter les talents pour faire grossir l'équipe. Mais c'est ça c'est un problème? Ouais, aujourd'hui, c'est limite un peu notre frein. Voilà, donc, c'est vrai que vous trouvez pas les gens qu'il vous faut pour la partie techno? C'est compliqué, quoi. Oui, c'est compliqué de trouver Par exemple, c'est quoi les profils difficiles à trouver? Des développeurs de talent. Après, il y a des technologies en particulier sur lesquelles on se base, mais après, c'est rien que de trouver des gens qui vont être disponibles pour travailler à Paris sur ce projet. Et du coup, vous réfléchissez, j'imagine, vous commencez déjà, on va en parler, à regarder un peu à l'étranger, et du coup, vous recrutez à l'étranger? Dans la partie techno? Pas encore. D'accord. Alors, vous avez fait 3 levées de fonds? Oui. 1 million? Oui. Puis 4 millions? Oui. Puis 18 millions? Oui. Alors, une des plus grosses levées dans les startups de l'année? Oui. C'est pas mal. Laquelle a été la plus facile? La première, ou qu'est-ce qui est plus facile, de lever le premier million ou de lever les 18 du 3e tour? En fait, tout dépend des résultats, comme d'habitude. Mais pour vous? Alors, pour nous, c'est la plus facile, c'est la dernière. La plus facile, c'est la dernière, parce qu'en fait, on a 1000 médecins qui nous rejoignent chaque mois, on a 2,5 millions de Français sur le site, enfin bref, ça a Vous n'avez pas eu de mal à complètement convaincre des gens de mettre 18 millions? 18 millions, c'est beaucoup d'argent. Alors, on n'a pas eu de mal à les convaincre, parce que je pense qu'on a une très bonne équipe autour de nous, on a un concept qui est très bon, qui a été prouvé à l'étranger, on a des médecins qui sont fidèles et qui travaillent avec nous, et ça, c'est une énorme valeur ajoutée dans l'avenir. Donc non, on a eu plein de fonds d'investissement qui nous ont contactés pour nous rejoindre. Qui est-ce qui a participé à cette levée? Vous avez eu des business angels déjà? Exactement. Donc on a Pierre Kosciusko-Morizet, Pierre Kriegs, on a Bertrand Gélinsperger, le fondateur de La Fourchette, Antoine Fraisse, Olivier Ocelli, donc que des entrepreneurs français. Et après on a un fonds d'investissement qui nous a rejoint, Axel, qui est un des plus grands fonds d'investissement américains. Un des plus connus, quoi. Exactement, qui a investisseur de Facebook, Spotify, Dropbox. Donc que des startups à succès aux États-Unis. C'est grisant, ça?
Alors, D'avoir pas trop. dans son capital un fonds comme ça, c'est quand même un autre statut, quoi. C'est autre chose. Yvan, c'est grisant quand vous avez un fonds comme ça, Axel, c'est... Oui, effectivement, quand c'est des fonds qu'on connaissait avant de se lancer dans Bien sûr. l'aventure, associés effectivement à des grands noms comme ça, et donc forcément, 2 ans après avoir démarré ce projet, se retrouver là, c'est... Et c'est différent un fonds américain comme ça d'un fonds français? Pour le moment, non. Aujourd'hui, dans le vécu, au quotidien, il y a très peu de temps, hein, mais est-ce que vous avez quotidien, ça change rien. Ça change rien. Par contre, dans la philosophie, ça change tout. Comme tout. Et je pense qu'on se rejoint sur l'ambition et la culture du service. C'est les 2 points clés. C'est que oui, aujourd'hui, on a une ambition européenne et puis une ambition de changer massivement les usages chez nos professionnels de santé et nos patients. Et le second point, c'est que vraie culture du service. Donc, et du puis, service de proximité. j'imagine qu'un fonds comme Axel, leur idée, c'est de vous dire, bon, on sait qu'aujourd'hui, la règle du jeu, c'est d'être le numéro 1 dans chacun des secteurs. Donc, eux, ils vous poussent à être numéro 1. Oui, C'est-à-dire qu'ils veulent pas de challenger. C'est sûr que pour eux, c'est pas du tout suffisant d'être numéro 1 en France. C'est-à-dire que numéro 1 en France, c'est bien. Donc aujourd'hui, on est 10 fois plus grand que notre concurrent numéro 1 en France. Ouais. Il y a un engouement. Il n'y a plus de sujet en France. Alors, il y a toujours un sujet, il faut rester très humble. On a des concurrents C'est un qui sont test très pour voir. sympas. Je testais votre Il humilité. n'y a pas de problème, mais non, on a des concurrents très sympas et on en a plein. Par contre, c'est sûr qu'en Europe, il n'y en a pas encore énormément. On voit qu'il a fait HEC, c'est un vrai faillot. C'est le vrai. Ah non, ça par contre, non. Ça par contre, je n'ai pas le droit de dire. Justement, dans le Microsoft Doctolib, on n'a pas le droit de dire que la ministre de la Santé en ce moment est sympa. Eh bien justement, on va l'entendre, la ministre de la Santé. Nous avons introduit, par rapport à ce qui était ma proposition de départ, toute une série de garanties. Les médecins me disaient, mais on va être payé à la Saint-Glinglin. J'ai inscrit dans la loi, pour répondre à cette demande, que le paiement se ferait en moins de 7 jours. Donc quand j'entends certains qui disent, mais rien ne bouge, rien ne change, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de débat, ça n'est pas vrai. Alors, vous l'aimez, Marisol Touraine? Aucun avis? Non, par contre, ce qui est sûr... Non, pas du tout. Vous allez faire des représailles. Non, mais ce qui est sûr, par contre... Yvan, il s'en fout, Yvan, Marisol Touraine. Pas d'avis non plus. Vous non plus. C'est pas possible, vous êtes terrorisés les deux. Ce qui est sûr, c'est que par contre, les médecins libéraux aujourd'hui, pour travailler avec eux au quotidien, puisqu'on en a 6000 qui travaillent avec nous... Ils se peignent tout le temps. En fait, ils ont un temps administratif qui est tellement long qu'on ne peut pas leur rajouter des charges administratives. Et puis, aujourd'hui, les taux d'impayés avec le tiers payant sont de l'ordre de 5 à 10%. Les délais de paiement sont potentiellement longs malgré ce qu'on vient d'entendre. C'est ça le sujet. Hein. Le sujet, c'est les impayés et les délais de paiement. Clairement, impayés, délais de paiement et puis temps administratif. Il faut bien voir. Ça, c'est bon pour vous. C'est votre business. C'est votre business, ça. Oui, mais administratif. Attendez, il faut bien voir. Un médecin, c'est comme nous. Hein. C'est un entrepreneur. Il a sa boîte, il a créé sa boîte, il est seul et donc, quel faillot. On peut pas lui rajouter de temps administratif. Non, mais c'est vrai. Non, mais par contre, vraiment. Je me demandais comment il avait réussi à HEC, mais j'ai compris. Hein. J'enfonçais une porte ouverte. Alors que vous, c'est tout le modèle inverse. Moi, c'était par talent. Moi, c'était par talent. Non, vous êtes très très lié à la fourchette par votre parcours professionnel. C'est quoi votre truc? Vous regardez ce qu'ils font en termes de développement et vous copiez tout pareil? Alors attendez, expliquez-nous la fourchette, d'abord la fourchette, parce que en quoi vous êtes lié à la fourchette? En fait, nous, on a créé un fonds qui s'appelle Otium Capital. C'est qui nous, quand vous dites nous? Antoine Fraisse et Pierre-Édouard Sterrin. Pierre-Édouard Sterrin, vous savez, c'est le fondateur des coffrets cadeaux. Smartbox, qui a eu, en 2009, a eu une super réussite entre 2003 et 2009 et a décidé de réinvestir tout son argent pour créer des startups et essayer de faire des leaders français européens. Donc un vrai entrepreneur français. Et donc en 2009, on l'a rejoint pour créer ce fonds et on a lancé et développé des startups. La Fourchette était en l'une d'entre elles. Et donc, clairement, expérience La Fourchette 2009-2014 pour internationaliser, développer ce concept de prise de rendez-vous. Donc très clairement, la prise de rendez-vous en ligne, c'était notre expertise avant de commencer Doctolib. Donc c'est un modèle sur la prise de rendez-vous, c'est un modèle sur l'organisation. Par contre, après, dans ce qu'on fait aujourd'hui, ça n'a quand même rien à voir. C'est pas du tout le même. C'était pas une barrière quand vous avez réfléchi, bon, la Fourchette, c'est un secteur non réglementé, hein, quand vous avez réfléchi à vous lancer dans la médecine, le fait de vous dire, bon, c'est un sujet réglementé, ça vous a pas fait peur un peu quand même en France, les sujets réglementés, non? C'est sûr qu'il y a quelques questions à se poser, Ça vous a pas foutu la trouille, vous vous êtes pas dit, on va marcher sur des œufs, là, non?
Après, c'est... Non, c'est... Vous avez peur de rien, vous? Bah, il faut un petit peu... Non, bah non. Il faut un petit peu se libérer de temps en temps de 2-3 contraintes pour pouvoir innover et pour pouvoir avancer. Après, il y a des questions qu'on essaye de régler au fur et à mesure, mais sans trop se poser de questions a priori et sans que ça nous bloque dans le développement du produit. Par exemple, il y a une contrainte qui est lourde, c'est le fait d'avoir un hébergeur de données de santé. Donc toutes les startups dans la e-santé en France, elles sortent à cet obstacle qui est d'avoir un hébergeur de données de santé, donc plein de règles sur la propriété des données, la protection des données. Mais ça, à la limite, une fois qu'Yvan et Jessie les ont adressés, je dirais que c'est derrière nous, quoi. On disait tout à l'heure qu'en France, là c'est bon, vous êtes numéro 1. Du coup, en Europe, pour votre développement, vous avez des concurrents dans les autres pays ou c'est pareil, ça reste à défricher? C'est le tout début. En fait, on est le plus gros acteur aujourd'hui en Europe, même si on a 1% du marché français. Donc en fait, il y a aujourd'hui 1,8 milliard de prises de rendez-vous de professionnels de santé en France, 8 milliards en Europe. Donc il y a 8 milliards de rendez-vous médicaux pris en Europe, c'est énorme. Hein. Et en fait, nous on a 1% du marché français. Donc même nous... Vous avez un potentiel encore en France qui est gigantesque. Avant même et alors pourquoi vous attaquez l'Europe alors que vous n'avez même pas fini à France? Alors l'immense majorité de nos développements et nos plans d'action sont en France. Hein. D'accord. C'est-à-dire que oui, on a fait une levée de fonds, oui, on communique sur l'international. L'Europe, c'était pour faire plaisir à Axel. Quoi. Exactement, mais l'immense majorité... Parce que sinon vous auriez levé 800 000 €. La France, ils y croyaient pas. Vous savez, en fait, aujourd'hui, on a ouvert 15 bureaux en France. Ouais. On a des bureaux dans chaque grande ville. Et donc, on a 3, 5, 7 personnes à proximité de nos professionnels de santé. Donc, en fait, il reste tout à faire en France. Et donc, a fortiori en Europe. Alors, je vais vous proposer une petite interview. C'est l'interview de Laure, qui s'appelle l'interview « C'est grave, docteur ». C'est bien? C'est ça, c'est vous qui l'avez trouvé, donc forcément c'est bien. Ah, non, mais moi je la trouve bien. Mais non, mais pourquoi vous dites ça? Allez, on y va. Alors, la grève des médecins, est-ce que c'est grave, docteur? Pour vous, j'entends, hein, pour votre business. Non. C'est plutôt bon. Non plus. C'est... Non, mais sans aucun impact. Les mauvaises performances de l'équipe de France de rugby, c'est grave, docteur? C'est grave, puisqu'on est très proche du sport. On est très fan de sport. Les startups qui quittent la France, comme Print ou Blablacar, pour lever des fonds aux US, c'est grave, docteur? Je sais pas. Ça n'a pas l'air très grave. Alors, je dirais que c'est grave. Les prix exorbitants pour les billets du concert de Céline Dion en juin, c'est grave, docteur? Non. C'est quasiment 200 €. Hein. On s'en fout, mais... Mais non, on s'en fout pas. On n'a pas besoin d'aller voir Céline Dion, c'est un poutre. Ça énerve, hein, Céline Dion. Ça mais non, mais c'est surtout qu'on n'en a rien à foutre. Je sens que ça énerve. Les valorisations très élevées des technos, c'est grave, docteur? Non, c'est même l'inverse. Ça permet d'innover, d'aller vite et de lever de l'argent. Puisque c'est bien quand on est fondateur de rester un peu propriétaire de son entreprise. L'Assemblée nationale qui s'apprête à rendre obligatoire les salles de vapotage dans les entreprises. C'est grave, docteur? Vous allez mettre en place une salle de vapotage? Je vous avoue, je ne sais même pas ce que c'est. Ouais, ça va être doté. Ah oui, une salle de vapotage, c'est pour vapoter. C'est la petite cigarette électronique. La cigarette électronique. Écoutez, je ne fume pas, je ne vois pas, je ne fais rien, donc oui, c'est grave. Les relations compliquées avec la bourse de Deezer, ouverture et showroom privé. Est-ce que c'est grave, docteur? Non, parce que c'est en France. Et donc si on s'introduit en bourse en France, c'est qu'a priori, il n'y a pas eu la croissance internationale ou la croissance recherchée. La fin de Mentaliste sur TF1, est-ce que c'est grave, docteur? Pas grave, j'ai jamais regardé. J'ai jamais regardé. Rien n'est grave, hein. C'est pas grave avec eux, c'est ça qui est détendant. Alors par contre, il y a des choses qui sont un peu plus graves, on va écouter notre Premier ministre. Parce que la menace terroriste est là, parce que nos concitoyens nous demandent de tout mettre en œuvre pour les protéger, parce que nous devons continuer à agir avec efficacité, l'état d'urgence doit être prolongé sur tout le territoire, en métropole comme en outre-mer. Cette durée permettra d'accélérer la mise hors d'état de nuire des réseaux terroristes. Vous avez senti un changement de comportement à travers un peu tout ce que vous gérez des Français au plan médical? Ils vont plus voir le médecin, moins voir le médecin, ils vont plus voir les psychologues, les psychiatres. On a vu qu'ils allaient moins voir le médecin dans les jours suivant la tragédie, mais qui était lié au fait qu'on ait beaucoup de professionnels de santé en Ile-de-France et donc moins de déplacements. Mais à part cette moins bonne fréquentation des médecins sur la semaine suivant la tragédie, non. Pas d'autre impact. Vous n'avez pas senti des tendances lourdes. Est-ce que vous sentez, vous, à travers votre société, des tendances fondamentales? C'est-à-dire, est-ce que vous remarquez qu'à certains moments, je sais pas, il y a des primes saisonnières, à d'autres moments, les gens vont plus chez des ORL Ah bah c'est sûr que pour le coup, la saisonnalité est très forte. Gynéco, c'est sûr que la saisonnalité est très forte. Les mois de septembre et janvier sont les mois les plus grands.
Ouais. Donc en janvier et septembre, c'est incroyable le nombre d'appels et de prises de rendez-vous. Bien sûr, des rendez-vous de dermato avant l'été, bien sûr, des rendez-vous, etc. Donc clairement, il y a une saisonnalité très forte. Mais ça, tous les médecins vous le diront. Alors après, comme on a 2,5 millions de Français sur le site chaque mois, forcément les tendances sont plus fortes et vues de manière plus humble. Vous êtes comme un organisme de sondage, quoi, en direct. Vous avez accès plutôt comme un organisme de régulation, puisqu'en fait, il y a un vrai problème d'accès aux soins. En France, aujourd'hui, on le sait, hein, trouver un rendez-vous, c'est très dur. Les délais de prise de rendez-vous, vous savez, 3 mois pour prendre rendez-vous chez un ophtalmo, 45 jours dermato, gynéco. Donc l'accès aux soins est dur et l'information est très dure. Et donc nous, on permet de fluidifier cet accès aux soins. Et donc, bien évidemment, ça donne le pouvoir de régulation. Les secrétaires médicaux vous détestent. Écoutez, c'est marrant, j'étais à un salon des urologues la semaine dernière. Dites donc. C'est sympa. Exactement, vous voyez. Et alors, les secrétaires médicaux se sont jetés sur vous? Si vous voulez venir, c'était un samedi. Et je fais une conférence devant 100 secrétaires médicaux à la journée des secrétaires médicaux. Et on a eu quasi une centaine d'inscriptions. Ah ouais. Et en fait, parce que les secrétaires médicaux, c'est elles les premières à parrainées, recommandées sur le service. Ah bah attention. En fait. Ah bah elles sont totalement débordées en fait. Et les secrétariats médicaux sont congestionnés. Vous offrez et donc aussi un toucher rectal gratuit. Donc à ce salon, le salon d'urologie. Merci Marc. Yvan, vous avez quel âge? 30 ans. D'accord, c'est l'âge moyen à peu près des cofondateurs. Vous avez quel âge? 28 ans. 28 ans. Alors, est-ce que ça vous déprime pas quand même de vous dire que Doctolib, vous êtes quand même déjà assez vieux, hein, 28 ans, 30 ans, c'est pas jeune. Alors, c'est pas une licorne d'abord. Donc ça craint. Donc déjà, ça craint. Ensuite, il y a plusieurs patrons de start-up qui sont milliardaires et qui ont moins de 30 ans aux États-Unis. Alors? Vous avez 2 ans pour être milliardaire. Ça vous fait quoi tout ça? C'est pour ça qu'on va vite. Mais... Ouais, vous allez vite, mais à 30 ans, vous avez 28 ans, vous n'y êtes pas encore. Hein. Mais on n'a pas d'objectif d'argent, nous. Vous n'avez pas d'objectif d'argent, vous êtes là, c'est une mission. Exactement. D'accord. Après, on peut être un peu différent. Donc, vous avez fait business, hein, donc attendez, non, mais je vous le dis. C'est-à-dire que là, vous êtes prêt à nous dire, par exemple en direct, que vous êtes prêt à distribuer gratuitement toutes les actions de votre boîte. Alors, on en a déjà distribué plein à des salariés chez nous. Et on n'a pas du tout, aujourd'hui, on a un objectif de révolutionner ce secteur. Vraiment. Et on a un second objectif, c'est de créer un campus avec un vrai projet d'entreprise. Et donc on a plein de choses autour de notre projet et culture d'entreprise. Et je vous invite tous à venir voir ce qu'on fait autour du spa, de la Doctolib Academy, des Docto-Training. Moi je veux bien venir pour la partie spa. Écoutez, avec grand plaisir. Sauf que spa, c'est pas le spa comme vous l'entendez. Ah, c'est pas. Ah, d'accord. Vous allez à tout nu, vous voyez. Dites-moi, vous nous donnez les chiffres d'affaires? Alors, on a 6000 professionnels de santé aujourd'hui. Mais ils sont pénibles. Mais vous êtes tous pareils. Alors c'est très marrant parce que... Non, mais attendez, vous êtes une génération qui prône la transparence, l'économie de partage. Il y a un truc que vous partagez pas, c'est vos chiffres. Ah non, mais c'est très simple. Il n'y a pas de chiffre d'affaires. Mais c'est très simple. Il y a 6000 professionnels de santé. Et tous les professionnels de santé payent 100 € par mois. Ah d'accord. Voilà. Donc le chiffre d'affaires, vous l'avez. Donc vous perdez de l'argent. On perd l'argent, mais c'était un choix. On perd l'argent pour continuer d'innover et élargir notre communauté de professionnels de santé. La prochaine étape, c'est quoi? Introduction en bourse ou la vente? Et introduction en bourse ou en France ou aux États-Unis? Alors c'est ni l'un ni l'autre. Ne mentez pas. C'est sûr. La prochaine étape, c'est on a une vision de 2025 qui est de dire on va essayer de changer le quotidien des gens. Pour l'instant, on le fait pour une toute petite partie des Français. On veut le faire pour tous les Européens. Et on le fait pour 6000 médecins, on veut le faire pour 100 000. D'accord, en 2025 vous vendez donc? En 2025, on se retrouve ici et on se pose la question de ce qu'on fait. Je serai moribond. Vous aussi, vous serez encore là. Je serai moribond. Quel âge vous avez? Oh, je vous dis même pas. Est-ce que vous nous avez apporté un cadeau? Parce que c'est la règle dans cette émission. Alors je vous demande de la soulever. Regardez la caméra 3, on va vous prendre une petite photo. Voilà. Alors c'est quoi? C'est quoi? On a apporté une chaussure quoi. On a apporté une chaussure de sport pour plusieurs raisons. Elle a déjà été utilisée. Hein. Non, bien sûr que non. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en fait j'ai eu une grave blessure au pied pendant 3 ans, ce qui a fait qu'on a créé ce concept-là. La seconde, c'est qu'on a une culture sportive et que donc toutes les personnes qui sont recrutées chez nous sont des sportifs de haut niveau. Ah bon? Dans l'âme, bien sûr. Et donc avec une vraie culture d'équipe. Voilà. Très bien. En tout cas, merci d'être venu. Merci à vous pour l'invitation. Franchement, c'est impressionnant. Et ça fait plaisir de voir des entrepreneurs comme vous. J'espère que ça va continuer, que vous allez grossir et que vous allez faire, comme vous nous l'avez dit, vendre ou vous introduire en bourse.
C'est pas ce qu'on a dit. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine parce que malheureusement, c'est fini. Au revoir, Laure. Au revoir, Marc. Merci, Marc.